Bonjour Paul. Bonjour, bonjour. Tu es spécialiste des risques industriels. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'est un spécialiste des risques industriels? Je conseille les entreprises et les élus vis-à-vis des risques d'accidents majeurs, des incendies, des explosions, des pollutions toxiques accidentelles, des rejets toxiques qui peuvent intoxiquer immédiatement ou sur le long terme la population, et également des impacts industriels. Et donc les impacts, c'est les rejets de l'industrie vis-à-vis de la biodiversité, mais aussi de notre santé. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan de ce qu'on sait, peut-être au niveau de la France, mais aussi au niveau plus local, au niveau du département de la Normandie? Bah, déjà, en France, on a 500 000 usines, entrepôts logistiques et exploitations agricoles, qui sont appelées ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, ce qui déjà perd beaucoup de gens. On voit que déjà de l'avoir appelé comme ça, c'est tout sauf intuitif. Et c'est un peu le problème de tout le verbiage du monde industriel qui est pensé depuis 200 ans. Il est pensé pour des spécialistes, pas pour des citoyens, alors qu'on nous dit qu'on est en démocratie, ce qui pour moi est déjà le premier problème. Et sur ces 500 000 usines, entrepôts logistiques, exploitations agricoles, il y en a environ 40 000 qui sont soumises à autorisation et enregistrement, donc qui sont les plus dangereuses. Et on en a sélectionné au niveau européen 1300 qui sont classées Céveso, et donc qui sont les installations les plus dangereuses. Et donc ces 1300 sites font partie des 11 000 en Europe. Donc on est le deuxième pays européen à avoir le plus de sites dangereux de l'Europe, après l'Allemagne qui en a 3600. L'Allemagne en a autant parce qu'ils exportent beaucoup, pendant que la France, notamment en chimie, en pharmaceutique, on a quand même une production plutôt locale, même si en pharmaceutique, on a vu que pour les vaccins, on manquait beaucoup de production. En métallurgie, on a délocalisé de nombreuses productions. Par contre, sur d'autres activités, comme l'automobile, l'aéronautique, on a maintenu une certaine activité en France, également sur la production d'engrais chimiques, par exemple, pour pouvoir en discuter ensemble. Et au niveau normand, bah, on connaît bien la Seine-Maritime, qui est un gros pôle industriel, mais l'Eure n'est pas épargnée, car il y a de nombreuses entreprises qui sont dans les entreprises soumises à autorisation et enregistrement dont je parlais tout à l'heure, et qui sont à bien surveiller vis-à-vis à la fois des risques majeurs d'accidents, notamment d'incendies, et également vis-à-vis des impacts et de leurs rejets dans l'environnement. Et alors du coup, soumis à autorisation, Mm. qui donne ces autorisations? Alors, il y a le préfet, l'autorité environnementale dépend du préfet, donc déjà, ça existe depuis 200 ans. C'est Napoléon qui a mis en place le code des nuisances, qui est aujourd'hui notre code de l'environnement. Et ce code des nuisances, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas été là pour nous protéger, mieux nous sécuriser. Il a surtout été là pour favoriser l'autorisation de l'installation des entreprises industrielles, pour industrialiser notre monde plus rapidement. Et aujourd'hui, on est encore dans ce même modèle, malgré tout ce qu'on connaît, des impacts sur la santé des travailleurs, des riverains, les accidents majeurs, rien que dans le monde entier, parce faut vraiment pas oublier que notre système industriel, il a été surtout pensé dans un système d'échange et qui s'est accéléré à n'en plus finir, et donc on a 360 000 morts d'accidents industriels chaque année dans le monde entier, c'est énorme, c'est juste énorme. Il y a 8 millions de morts de la pollution de l'air. En France, sur ces 8 millions de morts de la pollution de l'air, on en a environ 100 000 chaque année, donc c'est énorme. Et d'accidents du travail liés à l'industrie, on en a encore 200, dont la grande majorité pourrait être évitée à condition de faire respecter ne serait-ce que la réglementation, sans même l'améliorer. Parce que le problème, c'est que si vous respectez pas la réglementation française, l'amende maximale, c'est 15 000 euros. Donc, quand vous savez qu'en face, pour éviter le risque d'incendie, d'explosion, d'accident du travail, de rejet toxique, va falloir dépenser des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de système de sécurité, quand l'amende en face c'est 15 000 euros, bah, on n'est pas trop poussé à essayer de mieux protéger notre usine, surtout quand on est dans un système qui pense le profit plutôt que de nous assurer notre sécurité, une durabilité dans nos vies. Et donc le problème pour moi central se situe
vraiment là. Ouais, effectivement, le calcul est vite fait. Très bien. Donc c'est le préfet principalement qui donne les autorisations. Donc d'installation il donne l'autorisation aux industries de s'installer. C'est En ça? gros, dès qu'on atteint un certain seuil, je vais prendre l'exemple de l'ammonitrate, dont on Oui. entend beaucoup parler, qui sont des engrais chimiques, qui sont connus, puisque le nitrate d'ammonium qui sert à produire ces ammonitrates est le responsable de nombreuses explosions dans le monde, notamment AZF à Toulouse en 2001, le port de Beyrouth l'été dernier, et l'ammonitrate, à partir de 1250 tonnes, vous êtes obligé de demander une autorisation pour exploiter votre usine. Généralement, c'est des usines de production, parce que des coopératives vont plutôt être à enregistrement, entre 500 et 1250 tonnes. Et donc, à partir de 1250 tonnes, il va falloir faire un dossier d'études de danger, pour analyser les risques d'accident, et d'études d'impact, pour regarder les impacts sur la biodiversité. Pas sur la santé, parce que c'est un sujet vraiment qu'on ne regarde absolument pas. Aujourd'hui, les effets chroniques sont complètement oubliés en France, c'est pas un sujet. Donc, cette étude va être réalisée et à la fin, le préfet va se positionner avec les services de la DREAL qui dépendent du ministère de la Transition écologique au niveau régional, avec des antennes départementales qui vont donner un avis. Et le préfet, à partir de cet avis, va prendre la décision. Donc ça, c'est l'autorisation environnementale. Et après, il y a le permis de construire. Et ça, le permis de construire, c'est le maire qui va prendre la décision. C'est pour ça que quand même l'élu local a une responsabilité, contrairement à ce qu'on entend souvent, oui, ça dépend du préfet, ça dépend de l'État. Pour l'autorisation environnementale, c'est vrai, par contre, sur le permis de construire, c'est l'élu local qui peut jouer. Et donc là-dessus, typiquement, la région, le département, sont des instances qui se retrouvent un peu démunies entre l'échelon municipal et l'échelon étatique, mais c'est pas une raison pour ne rien faire. Parce que la région et le département ont déjà un impact considérable dans les aides distribuées aux entreprises. Donc pour moi, il faudrait déjà piloter les aides pour avoir en fonction typiquement de si on souhaite développer une activité, par exemple dans le soin, dans des médicaments qui sont vraiment utiles par rapport à un problème donné, par rapport à certaines productions en métallurgie, en sidérurgie, en fonderie, pour produire de l'acier par exemple, parce que chaque seconde dans le monde, on perd 5 tonnes d'acier et on va pas du jour au lendemain se passer d'acier et pourtant on a tout délocalisé. Par contre, de l'autre, produire encore des engrais chimiques aujourd'hui, alors qu'on sait que ça favorise le dérèglement climatique et qu'il y a des risques d'accidents majeurs, alors même que les installations vieillissent, qu'il y a le dérèglement climatique, pour moi, c'est une aberration. Et donc là, typiquement, la région peut dire, on va arrêter de subventionner les engrais chimiques. À la place, on va financer l'implantation de l'industrie métallurgique ou même dans d'autres corps de métier dans lesquels on a des besoins, hein, l'enseignement, la santé, les loisirs, parce que de toute façon, si on veut arrêter de produire n'importe quoi et donner du travail à tout le monde pour que tout le monde serve dans la société et soit pas uniquement dans une logique individuelle qui fait que dans ce cas-là on fait pas corps, dans ce cas-là il va falloir aussi repenser notre manière d'appréhender les loisirs, et ça c'est un peu un non-pensé. Euh, mais ça c'est le premier, pour moi la première mission de la région. Le deuxième, c'est surtout d'informer. Aujourd'hui, sur tous ces sujets, la grande majorité de la population est complètement démunie. Ça vient de l'école, hein, de base, normalement l'histoire-géographie, les sciences économiques et sociales, au collège, au lycée, devraient apprendre à avoir un regard critique sur les productions, pour permettre ensuite de décider démocratiquement quel choix on va faire. Ça doit être la base de la démocratie, on le fait pas du tout. Après, il y a la physique-chimie. La physique-chimie devrait expliquer comment peuvent arriver des accidents technologiques. On le fait pas non plus. Et les sciences et la Terre devraient expliquer comment on va se retrouver en fonction de certaines activités industrielles avec une augmentation du nombre de cancers, des impacts sur la biodiversité qui peuvent favoriser des pandémies. Sachant qu'en plus, on est passé de 150 000 cancers en 1985 en France à 400 000 chaque année l'année dernière. Hein, on fait n'importe quoi, on devient de plus en plus malade et on réagit pas du tout. Donc, pour moi, le premier point de la région, c'est informer. La région n'a pas d'impact réel sur les choix au niveau des programmes. Par contre, la région peut impulser des programmes d'éducation populaire en créant une instance dédiée aux risques et aux impacts industriels pour qu'à l'échelon régional, on ait un contre-pouvoir déjà par rapport aux décisions de l'État, dans lequel justement les citoyens puissent
être représentés par des personnes qui ressortent, par des experts aussi, parce qu'il faut pas mentir sur des sujets aussi pointus. On a besoin d'experts, mais qui soient pas seuls. C'est-à-dire que, en tant qu'expert, on a notre biais. On a été formaté dans l'industrie, donc on a besoin en permanence d'être en interaction avec des personnes qui ne connaissent pas le sujet et qui peuvent subir en tant qu'ouvriers les dommages que cause l'industrie ou en tant que riverain ou riveraine. Donc ça, c'est vraiment un point pour moi fondamental et cette instance me semble indispensable et elle n'est pas là. On pourrait me rétorquer, oui, mais il y a déjà l'ADREAL qui le fait, l'administration, qui dépend du ministère de la Transition écologique. Mais le problème, c'est que l'ADREAL n'a absolument pas suffisamment de moyens en plus et que l'ADREAL, c'est des ingénieurs des mines pour la grande majorité qui sont dans leur vision d'ingénieurs. Et j'ai rien contre les ingénieurs des mines, mais c'est juste que forcément, on ne représente qu'une minorité de personnes, c'est pas à nous de voir comment on va prendre les décisions au niveau de l'industrie vis-à-vis de ce qui est acceptable. Pour moi, il faut sortir du risque subi et des impacts subis, il faut passer vers les risques choisis et les impacts choisis, parce qu'on vivra toujours avec des risques. Et ça aussi, il faut le répéter, parce que le problème, c'est qu'on tombe d'un côté dans la société du risque à outrance, où on nous fait peur en permanence pour nous maintenir sous cloche, et de l'autre, par contre, réellement, on ne met pas en sécurité vis-à-vis des accidents majeurs, et également vis-à-vis des cancers. Et donc ça, moi, ça m'agace, et j'ai envie que ça change. Oui, d'un côté, on nous maintient sous cloche par la peur, et d'un autre côté, là où il y a des vrais risques, des risques réels, on les tait pour éviter effectivement les vagues et les réactions de la population. Mais du coup, il y a bien des gens qui sont là pour aller vérifier ces installations, voir qu'il y a une conformité quand même, il y a bien une réglementation, quelque chose qui dit que telle industrie, elle est bien conforme, que les risques sont limités. Et voilà, qui se charge de ça, à quelle fréquence, comment ça se passe? Alors, sur les risques, donc il y a les inspecteurs de l'ADREAL, là, en l'occurrence dans l'heure l'ADREAL Normandie, qui vont aller visiter les installations. Mais au niveau national, il n'y a que 1350 temps plein qui se partagent le contrôle de 500 000 entreprises. Autant dire que c'est extrêmement compliqué. Donc déjà, les 459 000 entreprises qui sont soumises uniquement à déclaration ne sont jamais inspectées par les services de l'État, alors que c'est des sites qui stockent des substances dangereuses. Par exemple, pour l'ammonitrate, quand on est soumis à déclaration, on stocke entre 250 et 500 tonnes. Pour rappel, AZF, c'est entre 20 et 120 tonnes qui vont détonner, donc bien moins que ce seuil. Et après, au-dessus, on se retrouve en moyenne avec 9000 entreprises qui sont contrôlées chaque année. Donc 9000 sur les 500 000. Et là, récemment, après Lubrizol, vu que les inspecteurs et les inspectrices ont dit on n'a pas suffisamment de moyens, le ministère a dit on va recruter 50 personnes, sauf qu'on va augmenter aussi de 50% les inspections. Et là, on fait ouais, il y a peut-être un problème. Ça veut dire que vous allez avoir encore moins de temps pour contrôler ces sites. Et il y a surtout une étude de sociologue qui est parue au début de l'année et qui a comparé l'application de la directive Seveso, qui est une directive européenne, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et il se trouve qu'en France, en moyenne, une équipe d'inspection passe 5 jours à contrôler sur papier et sur site les industriels. En Italie, c'est 12 jours, donc déjà plus de 2 fois plus, et en Allemagne, c'est 20 jours, 4 fois plus. Donc on voit qu'avant même ces choix-là, on était déjà dans une politique du chiffre en France, dire on contrôle, mais en fait, faut pas dire de bêtises, juste passer 4 jours à vérifier des sites industriels qui font des 10 000, 15 000, 20 000 mètres carrés avec de nombreux sujets à regarder. Ben, en fait, ça marche pas, et en plus, de nombreux ingénieurs des mines commencent à contrôler les industriels sans avoir travaillé en industrie avant, ce qui n'aide pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le recul nécessaire, ils ne sont pas accompagnés en fait dans leur démarche. On leur donne directement des grandes missions, on les forme un peu, et après ils se retrouvent seuls à aller visiter des industriels, à échanger avec des directeurs industriels qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience et qui les amènent là où ils veulent. Et après, il y a les bureaux de contrôle privés qui interviennent pour faire des essais. Et en plus, ces bureaux de contrôle privés font aussi des missions de conseil pour les industriels. Ils se retrouvent à contrôler et à conseiller, et on se base sur leurs résultats, alors même qu'il est très facile
de modifier les résultats. Il suffit juste, je vais prendre un exemple sur la pollution du sol, d'attendre en fait qu'il y ait une forte pluie et que tout coule dans les réseaux de pluie pour venir le lendemain faire un contrôle. Bah là, le sol sera largement moins pollué que la veille. Ça, c'est des techniques qui sont utilisées en permanence et c'est des subtilités qui échappent totalement en fait, au grand public. Et ça, on fait que de se mettre le doigt dans l'œil, après on s'étonne des résultats. 150 000 cancers à 400 000, on était à moins de la moitié de la population qui avait déjà un cancer chaque année en 1985. On a lancé des grandes campagnes vis-à-vis du tabac, de l'alcool, on a culpabilisé plutôt les comportements individuels des automobilistes par exemple, et à juste titre là-dessus, dans le sens où, pas en culpabilisant, mais en tout cas en faisant des campagnes de prévention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que par contre, on voit le résultat 35 ans après. Maintenant, on aura tous et toutes un cancer dans notre vie si on change rien statistiquement. Et pourtant, on a diminué considérablement la consommation d'alcool, la consommation de tabac, les voitures individuelles, il y en a quand même de moins en moins. Et malgré tout, il y a une explosion du nombre de cancers. Donc il faut aller chercher le problème là où il est, dans l'industrie, qui à la fois entraîne des rejets considérables, ça c'est le premier sujet. Et après, il y a un autre problème, c'est l'impact que ça a sur l'agriculture, puisque les pesticides, les engrais chimiques, qui sont d'importants polluants, viennent de cette industrie. Et il faut vraiment sortir de cette pensée de laisser faire et de faire confiance aux entreprises, qui est la doctrine actuelle du néolibéralisme, et qui nous mène totalement dans le mur. Oui, puis il y a un petit peu, on est un petit peu dans le déni en fait par rapport Hum à la relation industrie santé. Voilà, les cancers, on parle beaucoup de la pandémie, du Covid, etc. Il y a eu des morts, mais à côté de ça, on parle plus jamais effectivement de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, des cancers, alors que c'est aussi des milliers et des milliers de morts chaque année. hum. Donc, est-ce qu'il existe quelque chose enfin, des études, des recherches qui sont faites, qui mettent en parallèle les risques industriels, les cancers, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut trouver des chiffres quelque part? Il y a de nombreuses études d'épidémiologistes, de toxicologues qui montrent, par exemple, l'impact de l'amiante et des HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les effets cocktails. Quand on se retrouve face à ces deux substances, notre risque de développer un cancer est multiplié par 50. Et ça, c'est des choses qui sont, hormis pour ce cas précis, jamais étudiées. Et en Europe, on a la directive REACH. Il y a 30 000 substances chimiques qui sont en circulation dans l'Union européenne. Il n'y en a que 2 000 qui ont des valeurs toxicologiques de référence, c'est-à-dire des seuils à ne pas dépasser. Pour les 28 000 restantes, on fait en tant qu'industriel tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est absolument terrible. Et en France, on fait même pire, c'est-à-dire que autant on reste dans les carcans budgétaires de l'Union européenne, sauf là, en cas de force majeure pour la pandémie, mais par contre, vis-à-vis de ces 2000 VTR qui sont déjà tellement faibles par rapport aux 30 000 substances en circulation, on n'en utilise que 500. Donc en Allemagne, en fait, on va se retrouver avec 2000 valeurs toxicologiques de référence, alors qu'en France, on n'en utilise que 500. Donc on a 1500 substances chimiques qui sont en train de se balader un peu comme on veut dans notre air, dans notre eau, dans nos sols. Si on regarde concrètement la qualité de notre eau potable, faut pas non plus s'étonner, parce qu'en plus les micropolluants s'additionnent, les métaux lourds s'additionnent, on devient de plus en plus malade, on s'auto-empoisonne, mais nous on n'est pas responsable de ça, c'est des choix pris par les industriels avec la validation de l'État, qui en plus subventionne ces entreprises. C'est ça qui pour moi est terrible. C'est que on donne de l'argent à des entreprises pour nous rendre malades, et de l'autre, on donne pas de l'argent à d'autres secteurs d'activité dont on aurait besoin pour vivre dignement, créer de l'emploi, et un emploi qui soit réellement utile, durable, et qui nous rende pas malades. Et donc quand on sait tout ça, moi, ça fait 8 ans que je découvre ça progressivement, au bout d'un moment, je trouve ça terrible. Mais après, le grand sujet, c'est surtout comment réussir à transmettre cette information au grand public face à tout le marketing qu'il y a en face. C'est ça, c'est que j'allais y venir. Moi, en tant que citoyenne, je me sens complètement démunie, pas informée. Tout ça nous échappe, on fait des constats. On voit bien que quand même, la santé humaine va de mal en pire. Enfin,
comment on peut être informé de tout ça? Quel levier on peut avoir en tant que citoyen pour faire bouger les choses? Et peut-être en tant qu'élu du département, enfin, comment est-ce qu'on peut reprendre un petit peu en main tout ce qui nous glisse entre les doigts, quoi? Pour moi, en tant que citoyen, c'est déjà essayer de s'informer et regarder qui parle. Parce qu'en fait, le problème, c'est par qui est payée la personne qui vous parle. Par l'État pour maintenir l'ordre, par une entreprise privée qui cherche à développer son activité. C'est tout le problème sur l'énergie. On se retrouve avec d'un côté le lobby pétrolier qui va taper sur le nucléaire et qui va taper sur les énergies renouvelables. Après, vous avez le lobby du nucléaire qui va taper sur les énergies renouvelables et le pétrolier, et le lobby des énergies renouvelables qui a tapé sur le pétrolier et sur le nucléaire. Alors qu'en fait, aussi, c'est important de le savoir, la base, c'est que on a des matières premières qui ne sont pas renouvelables. Donc de toute façon, pour construire même un panneau photovoltaïque ou une éolienne, c'est pas renouvelable. Donc la seule solution, c'est surtout réfléchir comment vivre avec le moins d'énergie possible. Après, on essaiera de choisir le choix le moins impactant vis-à-vis de notre santé et vis-à-vis des gens qui travaillent aussi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tout notre système qui tourne autour de nous de production, c'est 200 années d'exploitation intense de travailleurs et de travailleuses, et pas dans l'heure, pas qu'en France, à l'autre bout du monde. Et ça, c'est difficile forcément. Quand on écoute toujours des personnes qui parlent par rapport à leurs intérêts particuliers, parce qu'ils travaillent dans un domaine précis. Moi, j'ai la chance, vu que je travaille avec tous les domaines, je peux vous présenter les avantages et les inconvénients de tous les domaines. C'est ma chance. Et on est très peu, en fait, à pouvoir faire ça. Et globalement, les personnes comme moi, on est peu, et on a tendance à se taire parce qu'on a peur, après, de plus pouvoir travailler en industrie, par rapport aux pressions qu'on peut avoir. Mais pour moi, il faut sortir de cette pression parce que l'urgence est telle que une fois qu'on a les informations, alors, faut pas avoir peur, faut se mettre collectivement. Il existe quand même de nombreuses associations, des syndicats, des partis politiques, des groupes en local dans des villes qui s'organisent pour vivre autrement. Et donc il y a quand même des solutions pour sortir de ce modèle. Et c'est ça qui est passionnant. Là, c'est le cas à Bernay où il y a plein d'initiatives. En France, il y a plein d'autres villes qui sont dans cette démarche. Donc, tout n'est pas noir, mais par contre, méfions-nous. Ce qu'on peut faire, c'est surtout, une fois qu'on a les informations, ne pas rester dans notre microcosme de gens sachants et d'aller discuter avec les gens et pas en disant moi je sais tout, vous ne savez rien, j'ai la réponse. Bah non, sinon, de toute façon, c'est logique. Nous, si quelqu'un vient nous parler comme ça, on va pas l'écouter. Donc, faut se mettre à la place de l'autre et être dans la discussion. C'est la base de la démocratie. Et avant même d'être en démocratie, vu qu'on n'est pas en démocratie, il faut déjà se mettre à la pratiquer. Et même en tant que militant, militante, on a du travail là-dessus et ça demande de la pratique, de l'échange. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est les élus, essayer de gagner un maximum d'élections avec des personnes qui prônent cette démocratie, cette prise en compte de la santé, l'intérêt collectif avant l'intérêt particulier, en essayant pas de niveler vers le bas, mais d'amener tout le monde vers le haut, mais pas avec une logique de ruissellement, avec des gens qui s'enrichissent et qui vont faire l'aumône aux gens pour leur permettre quand même de s'en sortir un tout petit peu, parce qu'on voit que ça n'a jamais marché dans toute l'histoire de l'humanité, et encore moins depuis 200 ans dans notre modèle industriel. Donc oui, gagner des élections, mais que là, qu'il y ait aussi des mouvements populaires derrière les personnes qui soient élues. Parce qu'une fois qu'une personne se retrouve élue à n'importe quel échelon, hein, municipal, départemental, régional, national, européen, derrière il y a de tels intérêts et une telle pression que s'il n'y a pas ce mouvement populaire derrière, ça ne marche pas. On l'a vu avec Mitterrand qui était passé au présidentiel et c'était un espoir pour beaucoup de gens et on a vu que cet espoir a été déçu et l'une des raisons pour moi dans la lecture que j'en fais, c'est qu'il n'y a pas eu des mouvements sociaux suffisamment forts derrière. Donc j'espère que à l'avenir, il y aura des victoires électorales, bien sûr, pour le camp de l'écologie sociale et populaire, mais par contre, ça suffit pas. Il faudra que derrière, il y ait tout ce mouvement populaire derrière, sinon, en fait, ça pourra pas changer. Bah, peut-être qu'il faut des politiques qui sollicitent un peu plus les citoyens dans la mise en œuvre
voilà, de cette transition, qui d'ailleurs n'est pas seulement une transition écologique, mais comme tu as pu le faire remarquer, c'est une transition aussi sur la façon dont on transmet, c'est une transition dans l'éducation, une transition économique, et faire preuve de vrais choix. Il y a quand même toute une partie de ton discours qui laisse entendre qu'il faut avoir la volonté d'aller dans un sens pour pouvoir changer tout ça. Et effectivement, je pense que pour mettre en place de façon volontaire quelque chose, il faut avoir l'aval de plein de gens pour que les gens sachent dans quoi ils s'engagent et pourquoi ils le font. Et pour ça, il faut aller vraiment vers quelque chose qui soit pour le bien commun. Et je pense que quand on voit que les choses sont faites pour notre mieux-être, on s'y engage beaucoup plus facilement. C'est peut-être beaucoup plus simple après pour les citoyens de prendre part à des mesures qui paraissent de temps en temps drastiques, parce qu'on se dit oh là là, il faudrait consommer moins pour avoir besoin de moins d'énergie, etc. On a l'impression qu'on va nous priver. Sauf qu'à partir du moment où on comprend pourquoi on le fait, peut-être qu'on s'y engage plus facilement et qu'on est moins dans le déni. Puis il faut avoir, tout est basé pour moi autour de repenser une société des loisirs qui soit totalement différente, qui sorte du consumérisme, qui sort de cet usage de l'énergie en permanence, alors que c'est pas durable en fait. Mais il y a plein de possibilités et ça demande de la créativité aussi. Et, moi par exemple, j'ai pas toutes les solutions, j'ai quelques idées, mais c'est des idées qui me plaisent. Ça plaira pas à chaque personne qui est autour, et heureusement, parce que l'objectif c'est pas qu'il y ait une société des loisirs, alors que aujourd'hui on est là-dedans d'ailleurs, parce qu'on est guidé, c'est des puissances capitalistes et des actionnaires qui décident de comment on va s'amuser, et qui décident en faisant du marketing, en décidant ce qu'on va regarder à la télé, en décidant ce qu'on va faire après, parce qu'on a regardé telle publicité. En soi, c'est anti-libéral au possible. Et c'est ça qui est excellent, c'est que c'est des libéraux qui nous mettent dans ce système-là. Ouais. Et alors, concrètement, est-ce que tu as des pistes à nous donner pour qu'on aille chercher les informations, les fameuses informations dont tu parlais? Est-ce qu'il existe, je sais pas moi, des ouvrages, des sites internet, des choses... Enfin, voilà, où est-ce qu'on va quand on veut se renseigner? Malgré tout, le ministère de la Transition écologique, vu qu'il se bat, il est en compétition avec d'autres administrations, a quand même créé des outils qui sont pratiques, qui sont loin d'être suffisants, mais il y a le site Géorisque du ministère de la Transition écologique qui est disponible, et sur lequel on peut aller regarder autour de chez soi les sites industriels pour regarder est-ce que ces sites respectent la réglementation ou non. Donc ça, c'est les premiers réflexes à avoir pour regarder s'il le respecte. Si le site ne respecte pas, il ne faut pas hésiter à créer un collectif citoyen, à alerter les élus, à aller demander à l'entreprise d'arrêter de nous mettre en danger ou même d'impacter notre santé. De rentrer en contact avec les travailleurs de ces sites aussi, même les travailleurs en fait devraient être les premiers à faire ça. Je sais qu'il y a des évolutions chez des syndicats comme Solidaire, la CGT, qui avant étaient vraiment dans une position très frileuse, que je comprends, vis-à-vis de leurs emplois, mais là ils comprennent qu'ils deviennent tellement malades, parce que c'est eux les premiers impactés par les cancers qu'on évoquait tout à l'heure, ils commencent à penser à la reconversion professionnelle de certains secteurs, et aussi à changer les conditions de travail. Quand on passe sa journée avec des substances chimiques en permanence autour de nous, ce qui serait légitime, c'est de dire on va travailler 3 fois moins de temps pour être 3 fois moins face à ces substances chimiques, et surtout, on va travailler que 5-10 ans dans ce travail, et après on va organiser une rotation des emplois autour de ces sujets. Ça devrait pour moi être des revendications. Et aujourd'hui, elles sont pas encore vraiment présentes. Moi personnellement, j'essaye de co-construire ça avec des syndicats comme Solidaire, qui commencent à penser ça, et ça c'est génial pour moi. C'est un levier de changement vraiment important. Après, l'autre aspect, c'est sur les sols pollués, parce qu'on a parlé là des sites existants, et on a un pays qui est l'un des plus industrialisés du monde, avec la Grande-Bretagne. Donc on a 320 000 anciens sites et sols potentiellement pollués, et seulement 7 000 ont été diagnostiqués. Donc la grande majorité des sols où aujourd'hui des enfants peuvent aller jouer et se retrouver avec des micropolluants ou des métaux lourds, et donc développer des maladies très rapidement, ou même vous et moi, on cultive nos potagers, on pense le faire dans une zone qui est très propre et qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques, on n'utilise pas de pesticides.
Et en fait, on est en train de manger tous les jours des métaux lourds, avec des grosses doses. Et ça, c'est absolument terrible. Donc ça, c'est pareil. Il y a des informations sur les anciens sites, et donc là, il faut demander aux élus de faire le travail pour aller diagnostiquer les sols. Ça, c'est un autre gros sujet. Un autre sujet sur les activités anciennes, et vraiment typiquement dans l'Eure, c'est les marnières. Parce que les marnières, c'est quand même, avec le dérèglement climatique, je crois qu'il y a un estimatif de 60 000 marnières dans l'Eure. Donc l'Eure, c'est un gruyère, avec donc les marnières qui est utilisé par... enfin, c'est les agriculteurs qui récupéraient la craie. Le problème, c'est que comme pour beaucoup de choses à l'époque, on n'accompagnait pas les gens pour leur dire attention, ce que vous faites plus tard, ça pourrait avoir des impacts. Et avec le dérèglement climatique et des pluies très fortes, bah, ça va ouvrir ces marnières. Et vu qu'on a des trous partout, bah, ça va être terrible. Et l'État, plutôt que de dire c'est bon, on diagnostique toutes les marnières pour voir, pour les combler, quoi, pour éviter qu'une route s'affaisse ou une maison tombe dans un trou avec des morts dramatiques, hein, avec le dérèglement climatique, ça va être vraiment une catastrophe si on ne s'attaque pas à ce sujet. Aujourd'hui, il y a uniquement le fonds Barnier qui finance 30% des travaux. Donc, autant dire que pour des travaux qui vont entre 40 000 et 200 000 euros pour combler une marnière, c'est bien beau d'avoir 30% de l'État. Le département de l'Eure a dit on va financer jusqu'à 100%, j'ai regardé les chiffres, il y a eu 80 000 euros de dépensés par an depuis 3 ans. Donc sur 60 000 marnières, ça veut dire que on en fait 2 par an. Je vous laisse imaginer le résultat, on arrivera bien avant avec des drames. Donc là c'est pareil, arrêtons de fermer les yeux et d'attendre qu'il y ait ces catastrophes, engageons justement ces travaux. Il suffit d'utiliser la dette publique et la dette publique, de toute façon, on la remboursera parce que le département, la commune, bah, ne feront jamais faillite, ça existera toujours. C'est pas comme nous en tant qu'individu où environ au bout de 80 ans, bah, on n'est plus là. Donc on laisse des dettes. C'est pas le cas d'un département et d'une commune. Et là, c'est vraiment des sujets pour moi qui sont primordiaux. Et tout ça, c'est répertorié, tous ces anciens sites. Alors les anciens sites, c'est la base de données Bacias, qui est sur le site GeoRisque également. Et ça, c'est un travail qui n'est pas du tout fait. Et après, j'encourage bah, les personnes qui nous regardent à lire le livre que je suis en train d'écrire, qui sort le 15 septembre prochain, qui est une enquête sur les risques et les impacts industriels en France, où j'explique bah, l'état des lieux de ce qui ne va pas, ce qui donne des pistes pour aller regarder autour de chez soi, et après donner des pistes surtout pour transformer ça d'un point de vue de l'éducation, d'une réflexion sur la démocratie, et aussi sur des pistes de solutions pour repenser le travail. D'accord. Et donc, les élus, leur pouvoir, c'est de soutenir tout ce qui ira dans le sens du mieux, dans le sens vertueux de l'environnement et de la santé, du respect du vivant, en fait. C'est donner, donner la possibilité aux citoyens de monter en compétences. Et donc pour ça, il faut financer des experts, créer en fait des débouchés aussi, parce qu'on manque d'experts qui soient indépendants. Aujourd'hui, la grande majorité des experts travaillent pour des entreprises privées, donc vont avoir tendance à ne pas tout dire par peur de ne plus pouvoir travailler avec tel ou tel industriel. Et ça, c'est le problème. Donc il faut vraiment créer des débouchés pour des industries, pour des experts, et qui soient pas sous la tutelle de l'État directement, qui soient plutôt sous la tutelle de la commune, parce que pour moi c'est la bonne dimension. Et ça, la région, le département peuvent accompagner cette démarche que l'État ne lance pas aujourd'hui. Si j'espère qu'un jour on aura la possibilité de le faire au niveau étatique. Il faut former peut-être aussi les agriculteurs à d'autres façons de faire, puisqu'il va falloir se passer de la nitrate, etc. Oui. Donc, ça va devenir urgent quand même un jour. Peut-être pas les laisser démunis face à la grande question de comment je produis si j'ai pas tout ça. Il faut aussi avoir les bons outils pour pouvoir y arriver et financer la formation, c'est peut-être pas mal. Il y a la formation, ça c'est clair, et puis surtout les moyens humains. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'agriculteurs et d'agricultrices, donc il faut lancer des filières de formation, et puis surtout revaloriser les conditions de travail et revaloriser aussi les salaires. Dans plein de métiers, on me dit ah les gens ils veulent pas faire ça, c'est des feignants. En même temps, si personne n'y va, il y a peut-être des raisons. On va tomber malade,
Et en plus de ça, on va se retrouver à gagner à peine le SMIC avec des horaires pas sympas et qui va en plus avoir tendance à dire ce discours, ah, c'est des feignants, des gens qui se sont jamais retrouvés eux-mêmes dans cette situation et qui ont eu la chance d'avoir l'impression de choisir leur travail. Et là, j'invite à lire de la sociologie qui permet de voir que beaucoup de choses sont construction sociale et donc on est là, mais pas que par notre bon vouloir, mais parce qu'on s'est retrouvé avec des parents, des amis, des rencontres qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes. D'accord. Et du coup, puisqu'on a la chance de t'avoir sur le territoire de Bernay, est-ce que toi, tu t'engages personnellement à faire de l'éducation populaire, à transmettre aux gens, à aller de l'avant? Est-ce que ça fait partie de ton quotidien? Oui, moi c'est vraiment mon objectif, c'est pour ça que je tiens le Rouge et Noir, la librairie associative de Bernay tous les mercredis pour justement être à la rencontre des gens, quand il n'y a personne, être dans la rue pour discuter avec les personnes. La librairie est vraiment bien pour ça. À côté de ça, à partir de l'année prochaine, à l'école des semeurs qui forme des décrocheurs scolaires à l'agriculture, je vais venir donner des cours d'orientation pour les aider à trouver leur voie par rapport à tous les sujets qu'on évoque. Je commence à former aussi les journalistes de France Télévisions pour que les médias aussi aient un regard critique par rapport à ce que leur dit la préfecture, ce que leur disent les industriels, avec des grilles de lecture qui permettent de prendre du recul. Donc oui, je sens qu'il y a une avancée certaine. Et je pense que si on se met toutes et tous qui sommes conscients des problématiques sociales et environnementales et qu'on discute de ça avec les personnes autour de nous, tout en montrant qu'on peut vivre autrement et de manière heureuse, pas de manière triste, parce que pour moi c'est un des grands sujets, bah, on va vers des jours meilleurs, je le pense vraiment. Super. Et du coup, quand tu t'adresses aux gens dans la rue ou quoi, tu sens qu'ils sont plutôt réceptifs, sont plutôt curieux, ils ont envie de savoir, ils ont envie que ça bouge. Ça dépend, déjà, ça dépend du moment pour eux dans leur journée et dans leur vie où on rentre en contact avec eux. Donc, faut aussi accepter, comme nous, il y a des moments où on est pressé, on n'a pas envie de discuter avec des inconnus. Mais par contre, faut pas se brider et pas s'arrêter parce qu'une personne nous dit j'ai pas le temps, même de manière méchante, faut prendre du recul, utiliser des techniques d'éducation populaire. Avec des amis, on avait monté il y a 2 ans Émancipation collective, qui est un mouvement d'éducation populaire politique, justement, avec des techniques d'animation, de discussion. Et maintenant, on forme aussi des personnes à utiliser ces techniques pour aller parler avec des inconnus, ou même avec ses proches. Parce que des fois, même avec ses proches, on a du mal à poser un cadre de discussion qui permette vraiment d'échanger de besoins, d'idées de modification de la société pour l'améliorer, et surtout après de co-construction de ce qu'il faut faire. Et donc on a développé ces techniques, d'ailleurs elles sont disponibles sur le site d'émancipation collective si ça intéresse des personnes. Bien. Eh ben, écoute, Paul, merci pour toutes ces informations et merci pour tes actions aussi. Merci à vous. À bientôt et